Putain, la résistance à Macron, elle prend vraiment toutes les formes possibles en 2023, même lui faire chanter des comptines pour enfants grâce à l'intelligence artificielle. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ou bien de le mettre en feat avec Éric Zemmour. I've got a fever, so can you take? Peut-être qu'il y avait du temps, c'est parti là. Bon, et vu que nous, on n'a pas encore réussi à se remplacer par des IA, et ben on a encore besoin de votre soutien. Un soutien qui peut prendre plusieurs formes, hein. S'abonner, mettre un j'aime, nous partager sur les réseaux et dans vos discussions, mais aussi, si vous le pouvez évidemment, nous faire un don régulier sur Tipeee, parce que bah, on n'a pas d'aide de la presse, on n'a pas de soutien du CNC, on ne fait pas de placement de produits, on vit grâce à vos dons, et c'est juste bah ouf de pouvoir faire ça, donc c'est cool. Et un petit peu aussi de la monétisation sur YouTube, mais vous allez voir dans une prochaine vidéo sur Canard Réfractaire, on va tout vous montrer. Allez, pour commencer, parlons un peu de quelques décisions de justice qui ont été prises la semaine dernière, de la meilleure à la pire. On vous avait parlé de Stocamine, c'est une ancienne mine dans laquelle étaient entreposés des tonnes de déchets ultimes. L'État veut confiner, c'est-à-dire condamner définitivement cette mine avec les déchets dedans, alors qu'ils sont stockés juste en dessous de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Mais le tribunal administratif de Strasbourg vient de débouter l'État en se basant sur une nouvelle jurisprudence. Le 25 octobre, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit aux générations futures à vivre dans un environnement sain. Le tribunal s'est reposé sur ce droit pour interdire le confinement et demande à ce que l'État cherche de nouvelles pistes de stockage ou de traitement des déchets. C'est une débâcle pour le gouvernement, mais la bataille n'est pas encore gagnée pour autant et évidemment, on ne manquera pas de surveiller ça pour vous de près. Ensuite, le gouvernement s'est engagé à faire détruire toutes les méga bassines jugées illégales, même celles qui sont déjà en cours d'utilisation. Donc ça valait bien le coup de blesser et mutiler à vie des jeunes écolos pour ça, les gars? Pas sûr, hein? Cette annonce pourrait mettre fin à la pratique du fait accompli qui justifie l'utilisation d'un ouvrage qui est jugé illégal après sa mise en service. Notamment à cause de la lenteur des tribunaux administratifs qui mettent parfois plusieurs années à statuer. Bien sûr, c'est une annonce du gouvernement dans un contexte ultra tendu sur la question, alors c'est à prendre avec des pincettes. Ce sera pas la première fois que le gouvernement nous fait leur fameux en même temps. Et pour finir, on va relativiser un petit peu la non-dissolution des soulèvements de la Terre. Tant mieux pour elles et eux d'avoir été sauvés. Mais il faut quand même dire qu'à côté de ça, le GAL, le groupe antifasciste de Lyon et environ, et la CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, ont eux bien été dissous. Sauf qu'on en a très peu entendu parler, étant donné que les soulèvements de la Terre ont une popularité plus importante dans l'espace médiatique. Et pourtant, dissoudre un groupe antifasciste ou un groupe antiraciste dans la période actuelle, eh ben c'est tout sauf anodin. Surtout quand le lendemain de la dissolution d'un groupe antifasciste à Lyon, tu as 50 fascistes qui ont attaqué une conférence pour la Palestine à coups de barre de fer. Pour l'État, c'est s'armer face à des groupes qui tiennent des contre-discours tout en laissant les fascistes pulluler et semer la discorde entre les groupes écolos, antifascistes et antiracistes qui ont pourtant théoriquement un intérêt pour converger. Mais les militants sont plus intelligents que ça, on l'espère, et pourront recréer et continuer à travailler ensemble. Parce que la dissolution d'une organisation ne veut pas dire la fin du militantisme pour autant. Cette dernière discussion est aussi un rappel que les tribunaux peuvent être un moyen dans les luttes, mais jamais une finalité. Parce qu'ils peuvent nous servir comme nous dissoudre. Là où l'organisation collective contre des projets, des gouvernements est bien plus difficilement arrêtable. Et pour ça, quoi de mieux que de se replonger dans la petite ambiance de 2018-2019? Tu t'en rappelles avec évidemment le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que propose le film Les Magnifiques Sauvages, réalisé par Cerveau Non Disponible, dont le travail de journaliste est régulièrement utilisé pour ses quotidiennes. Un film qui est visible sur leur chaîne YouTube depuis hier. On y retrouve des témoignages de personnes qui ont été sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées, en garde à vue et condamnées au tribunal, mais aussi d'un avocat et d'une historienne. L'idée du film est de ne pas laisser le pouvoir politico-médiatique faire du mouvement des Gilets jaunes un mouvement qui serait juste de sauvages ayant tout détruit pour rouler moins cher, tu sais. Et pour cela, eh ben, il montre les beaux moments, les solidarités et laisse l'opportunité à des prenants part d'écrire eux-mêmes leur propre histoire. Le film est pas forcément complet parce qu'il se concentre surtout sur de belles choses qui sont arrivées dans le mouvement, la création de liens entre les personnes, les fêtes, les solidarités et tout ça. Et si tu veux te faire un avis, bah évidemment, on l'a mis en description, voilà. Et tout ça, évidemment, ça fait peur au gouvernement, tous ces liens qu'on peut faire. Donc eux, ce qu'ils veulent faire pour s'opposer à ça, c'est mieux s'équiper pour mieux réprimer
nos mouvements à venir. Nous avions déjà parlé du Centaure, le nouveau blindé de la gendarmerie. Cette fois, c'est au niveau des projectiles que l'État passe des commandes monstrueuses. 78 millions d'euros de grenades, de lacrymogènes, d'explosifs et d'assourdissants, l'une des plus grosses commandes jamais passées par l'État français. Certaines de ces grenades n'ont d'ailleurs jamais été utilisées en France. Des grenades faites pour des lanceurs 6 coups Penarm, une sorte de LBD mais qui peut tirer 6 projectiles en quelques secondes. Et en plus de la distance de tir réglementaire du LBD qui est passée de 10 à 3 mètres, les forces de l'ordre vont pouvoir un petit peu s'amuser en manifestation. Maintenant, reste plus qu'à savoir pourquoi ils se surarment de la sorte. Et ben par crainte des émeutes de la faim, ou des émeutes contre les violences policières, ou des émeutes contre l'inflation. Et ben probablement un petit peu de tout ça. Ou bien parce qu'ils ont vidé leur stock à cause des derniers mouvements, du coup il faut les re-remplir en prévision des suivants. Ou peut-être qu'ils vont sortir une nouvelle réforme encore plus dégueulasse que les précédentes, qui savent qu'il va y avoir des révoltes et que du coup ils savent en conséquence. Et si c'est le cas d'une réforme très impopulaire à venir, on peut se demander laquelle en fait? La mise à mort de la sécurité sociale, ils en seraient capables, ou bien le retour d'une semaine à 39 heures, de facto, tu vois? On ne sait pas encore, mais une chose est sûre, on sera là pour vous en informer et pour vous accompagner dans les mobilisations. Dernière information concernant Gaza cette fois, tu as l'armée israélienne qui continue de conquérir de plus en plus le territoire de Gaza et la ville de Gaza notamment, et occupe dorénavant le QG de la police de Gaza, mais surtout le parlement de Gaza. Ce qui montre bien que l'armée israélienne progresse dans sa conquête. On fera un point sur la situation jeudi et sur les différents shorts qui vont sortir cette semaine sur la chaîne Actu Réfractaire. On finit cette Actu Réfractaire par une nouvelle avancée dans la médecine moderne. Jeudi dernier, l'équipe médicale de l'université de New York Langone ont annoncé avoir réussi une transplantation de la face et d'un œil, et jamais auparavant une telle opération de l'œil n'avait été réussite. L'opération a duré plus de 21 heures et a demandé la collaboration de 140 personnes. L'opération, elle est délicate parce que le patient doit prendre des immunodépresseurs pour éviter le rejet du greffon. Mais ça flingue son système immunitaire qui n'est plus en capacité de se défendre face aux maladies et aux virus. Aaron James, un homme de 46 ans, avait besoin de cette intervention à la suite d'un accident du travail. Il avait été électrocuté à plus de 7000 volts sur une ligne électrique, ce qui a entraîné la perte de son œil gauche, de son nez, de sa bouche, d'une partie de son menton, de ses dents et de son bras gauche. Bien que l'œil transplanté ait une capacité de mouvement, il n'est pas en capacité de percevoir avec. Les fibres du nerf optique sont extrêmement complexes à régénérer, et donc par la suite, il faudrait parvenir à connecter au moins 100 000 des 150 millions existants. Les médecins ne souhaitent pas claironner trop tôt la victoire, mais cette opération ouvre la voie possible à redonner la vue à des milliers de personnes qui l'ont perdue. Elle pourrait même s'appliquer un jour à des personnes qui étaient aveugles de naissance. En attendant, on espère que le patron d'Aaron prendra en charge tous les frais médicaux et qu'il retrouvera bientôt la vue pour son œil gauche. Et c'est là-dessus qu'on termine pour ce soir. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle analyse critique de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner, à nous partager sur les réseaux ou en parlant de nous et à commenter aussi, pourquoi pas commenter sur les vidéos YouTube. C'est une très belle façon gratuite de nous aider. Ça permet de nous valoriser dans l'algorithme. Et excusez-nous s'il y a eu 2-3 plans flous un petit peu, il y a de la buée qui est rentrée dans le sombre histoire, très sombre histoire. Cette vidéo a été montée par Wassim, notre alternant, donc merci à lui et puis à demain. Ciao.